Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série aux origines du no-code. Donc vous savez, hein, on remonte le temps et on va s'intéresser à la préhistoire du no-code. Alors ça se situe à peu près à la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un outil de Microsoft que j'ai utilisé littéralement à l'époque. C'est le premier outil que j'ai utilisé pour faire un site web vers la fin des années 90. C'est un outil qui s'appelle Microsoft FrontPage. Alors Microsoft FrontPage, c'est pas très facile à dire, mais bon, on y arrive quand même, hein. Plus facile peut-être pour les Américains. Ça a été créé en 97 et c'est un outil WYSIWYG. Donc vous savez, what you see is what you get. C'est vraiment ce principe un peu fondateur du no-code, j'ai envie de dire, puisque on n'écrit pas du code qui ne ressemble qu'à du texte, et puis qui derrière, quand il est interprété dans le navigateur, devient une page web. Là, ce qu'on fait quand on travaille, ça ressemble déjà à ce qu'on va avoir dans le navigateur une fois qu'on publie le site. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne Webflow, que fonctionne Weebly, que fonctionnent tous ces outils, Bubble également, no-code dont on vous parle à longueur de journée. Mais dans les années 90, à la fin des années 90, il y avait déjà des outils qui permettaient ça. Donc on avait Microsoft FrontPage. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est fait par Microsoft. Il y a eu pas mal de critiques, notamment le fait que ça générait du code quand même de médiocre qualité. Ça, à la limite, c'était les technologies de l'époque. Comme je le dis souvent dans nos interventions, hein, il faut bien comprendre qu'à l'époque, les gens qui écrivaient les logiciels type FrontPage, c'était des développeurs de logiciels lourds, comme on dit, des logiciels qui s'installent sur l'ordi. C'était pas des développeurs web. Donc, ils savaient pas forcément générer du code web de qualité, puisque ce n'était pas vraiment leur métier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens qui développent Webflow, ce sont des développeurs web. L'outil étant lui-même un web, sur le web, ils savent ce que c'est que de faire du web, du code HTML, du code CSS. Voilà, assez pour les détails techniques. Mais voilà, FrontPage, c'est ça. Alors surtout, l'autre reproche qu'on lui faisait, c'est le code était optimisé surtout pour fonctionner à l'intérieur d'Internet Explorer. À cette époque, dans les années 2000, on est dans ce qu'on appelle la guerre des navigateurs. Internet Explorer est prédominant. Mozilla puis Firefox essayent de lutter. Netscape est déjà mort dans le film depuis quelques temps. Mais voilà, et donc ça, c'était un avantage un peu non concurrentiel que faisait FrontPage, c'est-à-dire qu'il faisait en sorte que les sites étaient mieux sur Internet Explorer. Alors, comment je vais faire pour vous montrer FrontPage ? Je vais être obligé de vous montrer une vidéo parce que je ne l'ai pas installé, c'est compliqué, j'ai pas envie d'installer Windows 95 sur mon ordi, sachant que, vous le savez peut-être, moi je tourne sous Linux. Alors il y a des émulateurs, bref, on s'en fout. J'ai trouvé une vidéo très marrante. Alors la musique est affreuse, et insupportable, je vais la laisser 2 secondes. Je sais pas si on va l'entendre. Non, c'est atroce. J'enlève le son et je vais vous commenter un petit peu ça. Alors là, on est dans FrontPage 2003. Je n'ai pas remonté vraiment jusqu'à une version plus ancienne. Alors attendez, je vais mettre ça en plein écran quand même, que ça fasse un peu plus classe. Genre comme si on était littéralement sur Windows. Alors vous voyez que c'est Windows 2007 là, donc Windows 7 pardon, qui est sorti vers 2007 d'ailleurs. Voilà, donc on est dans une version moderne quand même de FrontPage, mais voilà, ça vous montrera un peu quand même comment ça fonctionnait à l'époque, parce que la version donc FrontPage 2003, il y a 17 ans au moment où je fais cette vidéo. Alors comment ça fonctionne ? Déjà vous voyez que ça ressemble énormément à Word. Alors là, donc le mec qui fait la vidéo est marrant, il vous montre quand même comment on commence. Alors comment on commence ? On fait une nouvelle page, on va créer 2 pages carrément. Suffixe HTM, d'ailleurs vous le noterez, maintenant c'est plutôt la norme, c'est plutôt de mettre un suffixe HTML à ces fichiers, mais à l'époque HTM ça suffisait. Alors la vidéo est un peu pénible aussi parce qu'il zoome comme ça tout le temps sur les trucs, mais je vous mettrai quand même le lien pour rendre hommage à cette personne qui a fait cette vidéo sur FrontPage. Alors là il vous montre comment on enregistre, donc il a créé sa page et puis il enregistre. Est-ce que j'ai avancé ? Oui, donc là, en gros, ça ressemble vraiment à Word. Et même dans la première version, en 97, ça ressemblait à la version de Word de l'époque. Donc on est sur du WYSIWYG. Une des différences avec Word, c'est que Word, ça ressemble à une feuille de papier, une page A4. Là, vous voyez qu'on est en pleine largeur. Alors, on ne parle même pas de responsive.
Là, je vais peut-être mettre en pause parce que même moi, ça me fait mal à la tête, là, le zoom comme ça constant. Puis je vais sauter, je vais aller dans les moments intéressants de la vidéo de notre ami. Donc on est en mode pleine largeur. Donc il n'y a pas de responsive. De toute façon, à l'époque, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de choses comme ça. Donc tout ce qu'on fait occupe la largeur mieux de l'écran, quoi, en général. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, si on voit, alors je sais pas pourquoi il est tout le temps en train d'enregistrer ces trucs. On s'en fout un peu. Alors, comment on met en forme? Voilà, là, ça commence à devenir intéressant. Donc, voilà, vous sélectionnez, puis vous mettez en gras. Je vais mettre pause parce qu'en fait, c'est assez insupportable. Voilà, donc, vous avez compris. Bon, là, vous allez voir. Hop, on met en gras. Et puis, on augmente le niveau, la police. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe, hein, comme vous feriez dans Word. Et puis, vous pouvez changer les polices. Alors, il y en a un certain nombre. Encore une fois, elles vont souvent bien fonctionner plutôt sur Internet Explorer que sur d'autres parce que ça va être des fois des polices propriétaires. Donc il n'y avait pas Google Font à l'époque, il n'y avait pas toutes ces choses qui nous facilitent la vie beaucoup. Vous avez remarqué, hein, quand on fait ces vidéos aux origines du no-code, souvent on compare beaucoup avec ce qui se fait actuellement. Ça vous permet aussi peut-être d'apprécier un peu mieux la puissance d'outils comme Webflow ou la simplicité d'outils comme Weebly. Voilà, donc on pouvait changer la couleur aussi. Alors là, vous voyez, hein, qu'il n'y a pas du tout de notion de style. Il n'y a pas de notion de hop, on fait les titres d'une certaine couleur. Le mec, il fait un peu tout n'importe comment. Et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque, de toute façon. Par contre, les développeurs, déjà, commençaient dans les années 2000 avec les évolutions du CSS, avec CSS3, à faire des classes, des choses comme ça, un peu plus propres. Alors, on va sauter. Donc là, on a vu les couleurs. Alors là, je vais vous montrer, ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Là, on commence à faire de la mise en page. L'auteur de la vidéo doit être sûrement tunisien, donc il nous a mis un beau, d'ailleurs, même un drapeau de la Tunisie. Donc là, vous voyez, hein, là, on est sur un design un peu, voilà, années 2000. C'est souvent, il y a des gifs, hein, donc là, les drapeaux, on voit pas, mais sûrement qu'ils bougent. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre à l'époque, c'est que le seul moyen de mettre des éléments, des images comme ça à côté de texte, à côté de notre image, c'est de faire un tableau. Voilà, donc aujourd'hui on a des divs, on a en CSS, on a du flex, on a même CSS Grid, qui est une innovation relativement récente et extrêmement bienvenue, parce qu'une des problématiques depuis toujours du web, c'est de faire flotter des éléments côte à côte. Et donc la technique qui a subsisté pendant très longtemps, c'est jusqu'à vraiment les innovations qui ont été apportées par la version 3 du CSS, du langage CSS, c'est de faire des tableaux. Donc là vous voyez que c'est un tableau. Alors d'ailleurs, vous voyez dans l'interface, attendez, quand il va rentrer dedans, on va voir. Ici, en fait, là, vous voyez en haut que... Ah oui, non, là, c'était l'image de fond qu'il est en train de mettre. Merde, ça, j'ai raté, ça, c'était aussi un truc très important. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en haut à gauche, là, vous voyez que vous aviez les balises quand même qui apparaissaient. Et en fait, ce qu'on ne voit pas ici, peut-être qu'on verra un moment plus tard dans la vidéo, c'est qu'évidemment, vous pouviez aussi écrire du code HTML et du code CSS dans FrontPage. C'était pas vraiment l'intérêt, mais vous pouviez, certes. Vous pouviez mélanger les deux, alors des fois avec des résultats très improbables, mais c'était possible. Et donc là, il a mis aussi un fond d'écran, parce qu'à l'époque, les fonds d'écran, c'était hyper important. Il fallait avoir des étoiles, des trucs. Si tu n'avais pas un fond d'écran, ton site était has-been à l'époque. Hein, c'était un peu déclassé, donc... Voilà, ça on mettait des fonds d'écran, voilà, donc, hop, des fonds de couleur, voilà, ah oui, ça c'est un beau, celui-là il est pas mal. Ça c'est un bon fond d'écran de nerd, de hacker, là, hop, des 0 et des 1 en mode binaire, là c'est du lourd. Donc ça fait, voilà, bon, il s'amuse, il nous montre un peu différents fonds d'écran. Ensuite, il va nous montrer comment mettre une image. Alors hop, on va y arriver. Alors comment on mettait une image à base? Il monte pas les trucs dans l'ordre, c'est bizarre parce que elle est montée un peu bizarrement sa vidéo. Voilà, donc bon, on faisait une insertion, donc ça, bon, c'est tout à fait classique. Voilà, donc et on pouvait un peu déformer l'image. Là, vous voyez que il a déformé son image parce que souvent c'était comme ça, on pouvait pas bien maîtriser les proportions. Vous voyez hein, d'ailleurs que là, les deux images ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui est encore proportionnelle et puis l'autre ne l'est pas. Voilà, on va avancer. Donc là on est dans front page. Alors, voilà, ça c'est une belle image aussi. Bon là c'est pas une question du logiciel, hein, c'est une question des styles des sites de l'époque. Donc il y avait aussi souvent des typos très, très compliqués. Alors c'est pas forcément l'outil qui vous permettait de les faire. Là on voit que c'est une image, puis là peut-être fait dans Paint, quelque chose comme ça, cette jolie image avec des oiseaux.
Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ah, le tableau. Bah, ça, évidemment, c'était vraiment un des trucs importants. Si vous vouliez faire une mise en page un petit peu avancée, vous faisiez comme vous faites dans Word, hein, vous mettez un tableau comme ça, et puis c'est ça qui va vous permettre, en fait, avec une petite astuce, en enlevant les bordures, d'aligner vos éléments. Ça, c'était un petit peu le fonctionnement de l'époque. Bon, là, en l'occurrence, il fait un vrai tableau, donc ça, c'est tout à fait possible, hein. Alors, tout était un peu figé, donc suivant la taille de l'écran, ça fonctionnait plus ou moins bien. Ça, c'est un des trucs, hein, à l'époque aussi. On était beaucoup moins dans ce côté responsive, donc les choses étaient assez fixées en dur. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, soit les choses étaient ferrées à gauche, et puis on avait un espace blanc sur la droite, soit c'était centré, et puis l'espace dépendait un peu de la taille de l'écran. C'était plutôt la bonne stratégie, d'ailleurs, si on voulait avoir un truc un peu plus joli. Alors, il y avait des effets spéciaux. Ah, là, vous voyez, bon, ces zooms là, ces sens sont un peu pénibles, mais donc là, il va faire un effet. Bienvenue, alors, une petite faute d'orthographe, c'est pas... donc on pouvait faire défiler du texte. Ça, c'est quelque chose qu'on voit plus du tout. Mais il me semble que c'était quelque chose d'ailleurs de natif dans l'HTML de l'époque, ou alors peut-être avec un style, je sais pas trop comment ils faisaient ça, puisqu'en fait on voyait pas vraiment ce qui se passait derrière. Front page aussi générait un peu de code, JavaScript, CSS, ce qu'il fallait. Voilà, des fois c'était un peu douteux, ça marchait pas forcément sur tout, ce que je vous disais, hein. Voilà, oula, ça c'est du lourd. Ça c'est pareil, on voit plus du tout ces choses-là. On voit des animations évidemment, des animations CSS, hein, c'est fait pour. Alors les signés, bon, bah, les encres, hein, évidemment, hein, le langage, le HTML évidemment permet de mettre des liens. Donc voilà, donc c'est des encres. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, donc là, bah, en fait, il fallait indiquer quel était. Donc on parlait de signés, d'ailleurs c'est marrant parce qu'en termes de sémantique c'est un peu bizarre parce que les signés souvent c'est devenu plutôt le mot qu'on utilise pour les favoris, mais à l'époque c'était ça. Dans front page, je m'en souviens bien d'ailleurs, c'était assez confusant, qui désignait les autres pages en fait, vers quoi on voulait naviguer. Voilà, donc vous pouvez mettre des boutons aussi, vous pouvez mettre, là vous voyez un petit peu là tout ce qu'on pouvait mettre, vous pouvez mettre des traits de séparation. Et puis attention, il y avait aussi quand même déjà des formulaires, des bases de données. Alors ça c'était des choses assez propriétaires qui fonctionnaient que avec Microsoft 2IS, Internet Server, voilà, des boutons interactifs, des liens hypertextes, voilà, donc c'est très important, ça existe toujours évidemment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? On continue. Voilà, ça fait drôle, hein. En fait, ce qui fait surtout drôle, c'est les styles évidemment, mais les styles aussi le style de tout ça était drivé par le logiciel et par les contraintes techniques de l'époque, puisque le HTML, le CSS ne permettait pas forcément de faire des choses beaucoup plus évoluées que ce que vous voyez là, donc l'outil ne permettait pas de faire beaucoup mieux. Donc là, il nous montre un autre lien. Alors il y avait des trucs qui étaient très compliqués à gérer, c'était les liens, la relativité des liens. C'est-à-dire que là, en fait, vous mettiez des liens sur votre propre ordinateur, et puis vous aviez intérêt à ce que ça soit tout bien relatif avec le bon dossier. Et puis une fois que vous allez mettre vos fichiers sur votre hébergeur, parce que c'est ça qu'il fallait faire, évidemment, si vous ne connaissez que Webflow, Weebly, etc., vous ne connaissez pas du tout le concept du serveur FTP sur lequel il faut uploader ces fichiers. Donc voilà, ça se passait comme ça. Et là, vous voyez par exemple, une petite anecdote, vous voyez qu'ici, il a mis des accents dans son nom de fichier. Jusque relativement récemment, en fait, les serveurs, dans une URL, c'est interdit de mettre des accents. Voilà, je vais le dire très simplement. D'ailleurs, vous le savez, il n'y a aucun nom de domaine qui a des accents. Vous ne pouvez pas avoir des emojis, à part depuis très récemment, dans les URL. Et les accents n'étaient pas supportés. Donc ça faisait bugger à l'époque. Puis ça a commencé à être pris en compte, notamment parce qu'en fait, le serveur et le navigateur encodaient ces accents. Donc ils arrivaient à communiquer, mais pendant très longtemps, ça ne marchait pas. Donc ça, je peux vous dire qu'à la fin des années 90, si vous mettez un accent dans le nom de votre fichier, si c'était pas près de marcher, vous alliez avoir une belle erreur. Malgré que le fichier existe vraiment, c'est juste qu'il n'allait pas pouvoir le trouver. Voilà, donc ça c'est bon, le passé. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser des accents. Alors, en général, les développeurs évitent les accents parce qu'on sait que ça peut avoir des effets de bord. Ça, c'est aussi un peu chose qui vient du fait que Internet a été conçu aux États-Unis. Pendant très longtemps, ils ont mal géré les accents, les caractères étrangers. Globalement, le monde, pendant longtemps, s'est limité à 127 caractères, le code ASCII, et donc, voilà, les accents n'étaient pas dedans.
J'en profite pour m'arrêter sur ce Ansi Zouayer qui a fait cette vidéo. Voilà, donc on le remercie. On est arrivé à la fin. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Voilà, hein, si j'avais eu le logiciel, j'aurais pu le tester un petit peu à la manière d'une vidéo premier pas, comme on fait habituellement. Mais voilà, en gros, voilà ce que c'était Microsoft FrontPage. Nous donne un petit aperçu, hein, c'est un peu pour le clin d'œil, mais ça me permet comme ça au passage de souligner différentes choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout d'actualité et qui sont très facilement résolues par des outils comme Webflow, comme Weebly, par les outils no-code actuels. Mais tout a commencé là, on est dans du no-code, hein, vous avez vu d'ailleurs à aucun moment la personne qui manipulait FrontPage faisait du code, donc on est dans un outil no-code, on est dans la préhistoire, on est aux origines des outils no-code. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on peut en débriefer sur le Slack de No Code France comme d'habitude, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis là, j'ai pas appuyé au bon endroit, pas dans ma vidéo, je vais remettre. On va finir, je vais mettre la petite musique voilà, pour que vous en profitiez le temps que j'arrête l'enregistrement. Voilà, si vous regardez les 10 minutes comme ça avec la musique, je pense qu'à la fin, vous n'êtes pas bien.